Quand j'ai refusé que mon mari amène sa patronne trop aguicheuse à la fête, il a éclaté de rire et m'a dit « Tu es jalouse ?» Mais en me voyant, la patronne est devenue pâle et a hurlé de panique. Quand j'ai dit à mon mari de ne pas amener sa patronne trop aguicheuse à sa fête de ses 40 ans, il m'a ri au nez et m'a demandé « Tu es jalouse ?» C'est mon invité VIP. Je me suis tu et l'ai laissé se moquer de moi devant tout le monde. Mais au moment où sa patronne est entrée dans la fête et m'a vu, son visage est devenu livide. Et quelques secondes plus tard, elle a commencé à crier de pure panique. Je m'appelle Sophie. J'ai 34 ans. Au cours des 5 dernières années, j'ai laissé mon mari et sa famille snob croire que j'étais juste une vendeuse de légumes ordinaires qui avait eu de la chance d'épouser un membre de leur cercle élitiste parisien prestigieux. Si vous avez déjà regardé un homme arrogant creuser sa propre tombe juste pour pouvoir joyeusement le pousser dedans, cette histoire est pour vous. Le tintement des flûtes à champagne en cristal et les sons doux et sensuels d'un quatuor de jazz en direct flottaient dans notre vaste propriété à Saint-Germain-en-Laye. C'était le 40e anniversaire de mon mari Julien. Il avait transformé tout le rez-de-chaussée de notre maison en une démonstration somptueuse de sa richesse et de son statut imaginé. Des serveurs en chemise blanche impeccables circulaient dans le salon bondé, portant des plateaux d'argent de pétoncles poêlés et de caviar beluga. La crème de la société parisienne, des politiciens, des PDG de sociétés cotées en bourse et des cadres d'entreprise se mêlaient dans notre salon. Je me tenais silencieusement près de l'immense îlot de cuisine en marbre, remuant lentement la glace dans mon verre de bourbon vieilli. Je m'occupais de mes affaires, profitant d'un rare moment de paix quand soudain Julien s'est dirigé vers moi. Son smoking sur mesure lui allait parfaitement, mais son visage était tordu dans une expression de profond agacement arrogant. Au début, il n'a pas dit un mot. Il a juste claqué une épaisse feuille de papier sur le comptoir en marbre, la faisant glisser avec assez de force pour qu'elle touche la base de mon verre. J'ai regardé. C'était la facture finale de la société de traiteurs de luxe qu'il avait engagée pour la soirée. Les chiffres en gras en bas indiquaient, exactement 100 000 €. Paye ça tout de suite, ordonna Julien. Sa voix était perçante et délibérément forte, clairement destinée à attirer l'attention de quelques invités proches qui ont discrètement tourné la tête. Je suis occupé à divertir mes investisseurs et à m'assurer que cette soirée est absolument impeccable. Tu dois t'en occuper immédiatement. J'ai pris la facture, passant mon pouce sur le papier texturé coûteux. Julien, tu veux que je paye une facture de 100 000 € pour une fête que tu as insisté pour organiser pour toi-même ? Julien laissa échapper un rire dur et condescendant, secouant la tête comme si j'étais une petite fille incapable de comprendre des concepts de base. Oui, Sophie, je le veux. Tu travailles de chez toi en survêtement toute la journée, fouillant dans la terre et les légumes comme une caissière glorifiée d'un marché fermier local. Pendant ce temps, je suis le directeur de l'innovation dans un grand cabinet financier de la Défense. Je travaille dur. Je prends les décisions. Je construis notre empire. Et je maintiens notre position sociale. J'ai une image à défendre dans cette ville. Puisque tu n'apportes aucune réelle valeur financière à cette maison à part ces feuilles de calcul ennuyeuses que tu fais pour ton petit projet rural, la moindre des choses que tu puisses faire est de payer la nourriture. Considère cela comme ta contribution obligatoire à mon anniversaire. Avant que je puisse même formuler une réponse à son audace pure, le parfum lourd et suffocant d'un parfum floral coûteux m'a frappé les narines. Ma belle-mère, Béatrice, s'est approchée de Julien. Elle portait une robe émeraude élaborée, ses perles emblématiques reposant lourdement sur son cou. Béatrice se comportait comme une reine, rappelant constamment à tout le monde la longue position de sa famille dans la haute société parisienne et leur lien générationnel profond avec l'élite de la ville. Elle me regarda de haut en bas avec un dégoût absolu, ses yeux s'attardant de manière critique sur ma simple mais élégante robe nuisette en soie noire. Honnêtement, Sophie, dit Béatrice, sa voix dégoulinante de venin. C'est vraiment ce que tu as décidé de porter pour l'anniversaire marquant de mon fils ? On dirait que tu vas à une fête étudiante bon marché, pas à un rassemblement de la haute société. Tu as toujours manqué de raffinement, peu importe à quel point nous essayons de te polir. Elle prit une délicate gorgée de champagne, se penchant plus près de moi. J'ai dit à Julien il y a des années qu'il aurait dû épouser une fille d'une bonne famille du 16e arrondissement, une diplômée d'HEC, une femme avec une vraie lignée qui comprend le poids de notre héritage et sait comment recevoir des gens de notre calibre. Mais mon fils a un cœur tendre. Il a eu pitié d'une fille des cités de banlieue. Tu devrais être à genoux tous les jours en remerciant Dieu que Julien t'ait tiré de cette pauvreté et t'ait donné cette vie. Tu devrais écrire ce chèque de 100 000 € avec un sourire immense sur ton visage.
J'ai écouté leurs mots toxiques, ressentant la piqûre familière de leur cruauté combinée. Pendant des années, Julien et Béatrice m'avaient traité comme une œuvre de charité. Ils croyaient sincèrement que ma société, un vaste réseau logistique agricole biologique, fournissant des produits frais aux plus grandes chaînes de supermarchés à travers l'Europe, n'était qu'un passe-temps mignon. J'avais délibérément caché l'ampleur réelle de ma richesse, laissant Julien payer le prêt immobilier depuis son compte pendant que je construisais tranquillement un empire d'entreprise de plusieurs millions d'euros depuis mon bureau à domicile. À cause de mon silence, ils se sentaient complètement en droit de m'humilier à chaque occasion. Ils adoraient la dynamique de pouvoir du mari corporatiste prospère et de la femme dépendante et inculte. Julien croisa les bras, se tenant épaule contre épaule avec sa mère. « Ne m'embarrasse pas ce soir, Sophie », prévint-il, pointant un doigt manucuré vers ma poitrine. Ma patronne arrivera d'une minute à l'autre. Elle amène un investisseur multimillionnaire qui est sur le point de financer mon nouveau département avec de l'argent sérieux. C'est la nuit la plus importante de ma carrière. Ne reste pas là avec ce regard maussade sur ton visage. Paye les traiteurs, arrange ton attitude, et pour une fois, essaie d'agir comme si tu étais à ta place ici. Il se tenait là, un front uni d'arrogance et de supériorité, attendant que je me recroqueville de honte. Il s'attendait à ce que je baisse la tête et paye humblement la facture juste pour maintenir la paix. Il n'avait absolument aucune idée à qui il parlait vraiment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement pris une lente gorgée délibérée de mon bourbon, laissant le liquide brûlant réchauffer ma gorge. J'ai regardé la facture de 100 000 euros. Le temps de se cacher était officiellement terminé. Les lourdes portes d'entrée en chaîne de notre foyer s'ouvrirent avec un grand bruit dramatique. Une soudaine rafale d'air nocturne balaya la pièce, faisant teinter doucement le lustre en cristal au-dessus de nous. Julien abandonna instantanément sa posture agressive. Le sourire suffisant disparut de son visage, remplacé par le sourire nerveux et désespéré d'un homme essayant d'impressionner quelqu'un de bien au-dessus de lui. Il me bouscula pratiquement, me poussant de côté avec une telle force que mon bourbon se répandit sur mon poignet nu. Il ne s'excusa pas. Il se précipita vers l'entrée comme un petit chien obéissant. « Puis-je avoir votre attention ?» annonça Julien, criant par-dessus le groupe de jazz. L'invité d'honneur est enfin arrivé. Veuillez accueillir la plus jeune vice-présidente de notre société d'investissement. La femme qui détient les clés de mon nouveau département, Clara. J'ai regardé calmement Clara entrer dans la lumière du foyer. Elle portait une robe en soie cramoisie moulante avec un décolleté dangereusement plongeant, un choix de tenue outrageusement inapproprié pour une supérieure hiérarchique assistant à la fête d'anniversaire d'un subordonné. Mais Clara aimait clairement être le centre d'attention. Elle rejeta ses cheveux épais et parfaitement coiffés par-dessus son épaule et entra chez nous avec l'arrogance écrasante de quelqu'un qui croyait posséder le sol sur lequel elle marchait. Julien faillit trébucher sur ses propres pieds, se précipitant pour la saluer. Il lui prit la main et lui planta un baiser persistant et trop familier sur la joue. « Vous êtes absolument incroyable ce soir », murmura-t-il, sa voix portant un niveau d'intimité qui fit échanger des regards inconfortables à plusieurs invités proches. Clara laissa échapper un rire coquet et pratiqué, posant sa paume à plat contre la poitrine de Julien une seconde de trop. « Je vous ai dit que je ferais une entrée grandiose, et vous tenez toujours parole, » ronronna-t-elle. « Nous avons beaucoup à célébrer, n'est-ce pas ?» Béatrice, qui m'avait déchiré pour mon manque de raffinement 5 minutes plus tôt, rayonna soudain de plaisir. Elle glissa vers Clara, lui serrant chaleureusement les deux mains. « Clara, ma chère » s'écria Béatrice. « Nous sommes absolument ravis que vous nous honoriez de votre présence. Julien ne cesse de parler de votre génie. Vous êtes exactement le genre d'influence dont mon fils a besoin dans sa vie. » L'hypocrisie dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu s'y étouffer. Clara absorba les louanges, échangeant un regard complice et triomphant avec Julien avant que son regard ne balaie paresseusement la pièce et n'atterrisse sur moi. Elle me regarda de haut en bas, ses yeux se rétrécissant alors qu'ils examinaient ma modeste robe noire et l'absence de diamants ostentatoires à mon cou. Un sourire froid et calculé effleura les coins de ses lèvres rouges vifs. Elle ne vit pas une menace. Elle vit une cible. Clara réduisit la distance entre nous, ses talons au claquant sèchement sur le sol en marbre. Julien la suivit de près, ne faisant absolument aucun effort pour me présenter comme sa femme. « Ce doit être la domestique, » dit Clara, son ton dégoulinant de fausse douceur. Elle commença à enlever son lourd manteau de vison blanc et le jeta pratiquement sur ma poitrine, me forçant à lever les mains pour le rattraper avant qu'il ne tombe au sol.
Soyez gentil et portez ça au vestiaire, ordonna-t-elle sans rompre le contact visuel. C'est du vrai vison, alors assurez-vous qu'il ne touche rien d'humide. Et pendant que vous y êtes, apportez-moi un DRY martini. 3 olives, très froid, et pas trop de vermouth. Ne me faites pas attendre trop longtemps. L'audace de ces mots planait dans l'air. Julien se tenait juste à côté d'elle, regardant sa patronne traiter sa femme comme une servante embauchée et ne dit pas un seul mot pour la corriger. De plus, un léger sourire narquois jouait sur ses lèvres. Il appréciait ça. Il voulait que je sois humilié. Clara ajusta le revers de sa robe cramoisie, attirant délibérément l'attention sur une petite épingle scintillante attachée au tissu. C'était l'insigne d'un club privé d'élite de la défense. Elle tapota l'épingle avec un ongle parfaitement manucuré et laissa échapper un soupir doux et condescendant. « Vous savez, Julien, dit Clara, dirigeant son attention vers mon mari tout en agitant vaguement la main dans ma direction. C'est exactement pourquoi je ne cesse de vous dire que la lignée compte. Dans notre entreprise, nous n'embauchons que des personnes qui comprennent les liens de la véritable excellence. Des personnes avec la bonne éducation, issues des bons milieux. On ne peut pas apprendre la classe à quelqu'un qui est naissant. On peut habiller quelqu'un, mais s'il vient d'en bas, il aura toujours une mentalité de serviteur. » Julien rit, et ce son riche et profond me glaça le sang. « Vous avez tout à fait raison, Clara. Certaines personnes manquent tout simplement de la prédisposition à la grandeur. Elles ne comprennent que comment prendre des ordres. » Il tourna finalement son regard vers moi, ses yeux durs et impitoyables. « Eh bien, aboya-t-il d'une voix perçante et autoritaire. Vous n'avez pas entendu notre invité VIP? Prenez le manteau. Allez à la cuisine et apportez-lui un verre. Arrêtez de rester là comme une statue. Vous avez un travail à faire ce soir. » Il se tenait là et attendait. Il pensait m'avoir brisé. Il pensait que cette démonstration de richesse et de pouvoir corporatif était suffisante pour me rappeler mon insignifiance. J'ai regardé le lourd manteau de fourrure drapé sur mes bras. J'ai regardé la facture de 100 000 € toujours posée sur le comptoir en marbre, puis j'ai regardé droit dans les yeux condescendants de Clara. Je n'ai pas plié la fourrure blanche immaculée. Je ne me suis pas dirigé vers le vestiaire. J'ai simplement ouvert les bras et reculé d'un pas. Le luxueux manteau de vison est tombé, heurtant le sol en marbre poli avec un lourd bruit sourd. Un gaspillage collectif a parcouru les invités. Clara a poussé un cri aigu et authentique d'horreur, ses mains manucurées volant à sa bouche. « C'est un design sur mesure à 30 000 €, a-t-elle crié, abandonnant complètement sa façade professionnelle séduisante. « Vous êtes folle? Ramassez ça tout de suite. » Je ne me suis pas penché. Au lieu de cela, j'ai délibérément déplacé mon poids vers l'avant, enfonçant le talon aiguisé de ma chaussure noire directement au centre de la fourrure blanche. J'ai maintenu un contact visuel mort et inébranlable avec Clara, appliquant une pression. Julien s'est élancé vers l'avant, le visage rouge de rage. « Sophie, avez-vous complètement perdu la tête » siffla-t-il, me saisissant le poignet. « Vous allez payer pour ce manteau. Vous allez payer les traiteurs. Vous allez vous excuser auprès de ma patronne tout de suite parce que je jure devant Dieu que je ferai mes valises moi-même et vous renverrai dans la cité de banlieue d'où vous êtes sorti. » J'ai regardé calmement sa main serrée autour de mon poignet. « Lâche-moi, Julien, ai-je dit. » Ma voix n'était pas forte, mais elle portait une autorité silencieuse et mortelle qui le fit se figer. Il lâcha immédiatement mon poignet, reculant comme s'il avait été brûlé, bien qu'il ait essayé de masquer sa retraite par un reniflement dégoûté. J'ai reporté mon attention sur l'îlot de cuisine en marbre. J'ai ramassé l'épaisse facture de 100 000 €. Julien croisa les bras. « C'est ça, ordonna-t-il. Prends-la. Fais la seule chose pour laquelle tu es vraiment bonne ce soir. Va dans mon bureau, prends le chéquier et règle ce solde avant que le responsable du traiteur ne fasse une scène. » J'ai jeté un coup d'œil à Béatrice, qui s'éventait de manière dramatique comme si mon comportement lui avait donné des palpitations. Finalement, j'ai regardé Julien. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire de soumission ou d'excuse. C'était le sourire froid et terrifiant d'une femme qui en avait enfin fini de jouer un jeu qu'elle était fatiguée de gagner. J'ai saisi le haut de la facture à 2 mains et l'ai déchiré en 2. Le bruit du papier épais qui se déchire a résonné par-dessus la musique douce. La mâchoire de Julien tomba. Clara recula. J'ai empilé les 2 moitiés déchirées et les ai déchirées à nouveau,
transformant sa demande de paiement en confettis inutiles. J'ai ouvert mes mains, laissant les morceaux de papier tomber comme de la neige, atterrissant juste sur le manteau de vison ruiné de Clara sous mes pieds. Julien semblait sur le point d'avoir une attaque. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» rugit-il, ne se souciant plus de qui écoutait. « Tu sabotes délibérément la nuit la plus importante de ma carrière. Tu te rends compte de qui est dans cette pièce ? C'est moi qui rapporte le vrai argent. C'est moi qui construis un héritage. Si tu ne paies pas la nourriture, je la payerai moi-même. Je n'ai pas besoin de la petite monnaie de ton marché fermier. » Il attrapa sa main dans la poche intérieure de sa veste de smoking et en sortit une carte de crédit noire, lourde et élégante. Il la claqua sur le comptoir en marbre avec un grand bruit. « C'est ça, le vrai pouvoir, Sophie », cracha Julien, gonflant sa poitrine. « C'est un compte élite, sans limite. C'est la récompense d'un vrai travail acharné, pas de creuser dans la terre. Je vais payer ces 100 000 € tout de suite et demain matin j'appelle mes avocats. C'est fini. Tu m'es complètement inutile. » J'ai regardé la lourde carte noire. Je connaissais très bien cette carte. Je connaissais le numéro de compte exact, la date d'expiration et le code de sécurité au dos. Je les connaissais parce que c'est moi qui en avais autorisé l'émission. « Vraiment ?» ai-je demandé doucement. « Tu vas payer cette fête extravagante en utilisant cette carte noire spécifique ? » « Regarde et apprends », grogna Julien, tirant son téléphone de sa poche pour appeler le gérant. J'ai pris ma propre pochette et j'ai sorti mon téléphone. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai ouvert mon application bancaire privée. J'ai navigué jusqu'à l'onglet de gestion des utilisateurs autorisés. Julien était trop occupé à me regarder avec mépris pour remarquer ce que je faisais. J'ai regardé le nom listé sous les utilisateurs autorisés. Julien, statut, actif, limite, illimité. Pendant 5 ans, je l'avais laissé utiliser cette carte pour financer ses costumes coûteux, ses dîners d'affaires de luxe, ses locations de voitures haut de gamme et son besoin désespéré de paraître riche à ses pairs. Je l'avais laissé jouer au roi du château simplement parce que je l'aimais et que je voulais qu'il se sente confiant. Mais en le regardant maintenant, je ne ressentais absolument rien d'autre qu'une clarté profonde et libératrice. « Tu as raison sur une chose, Julien », ai-je dit, mon pouce flottant directement au-dessus du bouton numérique de mon écran. Cette fête est terminée. J'ai appuyé sur le bouton. Une fraction de seconde plus tard, une alarme forte et stridente a retenti de la main de Julien. L'écran de son téléphone s'est illuminé avec une alerte de haute priorité. Le bourdonnement strident a percé le murmure de la fête. Il a froncé les sourcils. Clara s'est penchée par-dessus son épaule, son front se plissant de confusion. J'ai regardé le visage de Julien passer de l'agacement arrogant à l'étonnement absolu. Ses yeux ont parcouru rapidement l'écran. Le sang lui a quitté le visage si vite qu'il semblait physiquement malade. Il a ouvert la bouche et a tapoté désespérément l'écran, essayant d'effacer le message, mais le texte rouge vif est resté. « Attention », ai-je dit à voix haute, récitant le message automatisé exact que je savais brûler ses rétines. « Votre compte Elite a été définitivement restreint par le titulaire du compte principal. Toutes les transactions actuelles et futures sont refusées. Pour plus d'informations, veuillez contacter le titulaire du compte principal. » Julien a levé la tête pour me regarder. Il respirait à peine de panique. Il a regardé la carte noire sur le comptoir, puis de nouveau son téléphone. C'est une erreur. La banque a fait une erreur. Il y a un problème dans le système. Il n'y a pas de problème, Julien, ai-je répondu, remettant mon téléphone dans ma pochette. Vous aimez parler de pouvoir. Vous venez de dire à tout le monde dans cette pièce que vous rapportez le vrai argent, mais la vérité est que vous ne possédez même pas le plastique dans votre propre poche. Je me suis rapproché de lui, baissant ma voix jusqu'à un murmure mortel que seul lui, Clara et Béatrice pouvaient entendre. Cette carte noire n'est pas une récompense pour votre travail acharné en entreprise. C'est une carte d'utilisateur autorisé. C'est un sous-compte directement lié à mon fonds fiduciaire d'entreprise. Vous avez financé tout votre style de vie luxueux avec mon argent. À partir de cette seconde précise, votre essai gratuit a expiré. Vous êtes officiellement coupé. Julien se figea. Son monde parfait se brisait en 1 million de morceaux irréversibles juste devant son invité VIP. Il n'avait pas d'argent pour payer les traiteurs. Il était complètement et terriblement ruiné. Et à en juger par les pas rapides qui approchaient du couloir, son cauchemar ne faisait que commencer.
Le claquement lourd et rythmé de chaussures en cuir coûteuse coupa le silence tendu dans la cuisine. La foule s'écarta immédiatement, chuchotant doucement alors qu'une silhouette grande et imposante se frayait un chemin vers l'avant. C'était Charles, le beau-frère de Julien, le mari de sa jeune sœur, Gabrielle. Charles était un promoteur immobilier commercial riche et très connecté, et il ne laissait jamais personne dans la famille l'oublier. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Il passa devant les invités qui chuchotaient et marcha droit vers notre îlot en marbre. Il posa une main protectrice et lourde sur l'épaule de Julien. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Charles d'une voix tonitruante. « Que se passe-t-il exactement ?» Avant que Julien ne puisse articuler une phrase cohérente pour expliquer que ses cartes de crédit étaient bloquées, le regard de Charles tomba sur le sol. Il vit les morceaux déchirés de la facture de 100 000 €. Il vit le manteau de vison inestimable de Clara, froissé et jeté à côté de mon stiletto. Charles laissa échapper un long soupir exagéré. Il se pinça l'arête du nez. « Sophie » commença Charles, baissant la voix d'un ton condescendant et excessivement calme. « Respirons tous profondément. Tu dois baisser la voix et reculer. Tu fais une scène absolue, et c'est complètement incivilisé. Nous organisons un événement de haute société. Nous avons des députés dans le salon, des PDG d'entreprise, et tu jettes des manteaux par terre et tu déchires des factures comme si tu te battais dans une ruelle de banlieue. Tu humilies Julien devant sa supérieure. Et franchement, tu embarrasses la famille de ma femme. Nous n'agissons pas comme ça dans une société cultivée. Je sais que tu n'as pas grandi entouré de ce niveau de richesse, mais tu fais partie de cette famille depuis assez longtemps pour apprendre les bonnes manières de base. » Julien, qui hyperventilait sur ses comptes bancaires bloqués quelques secondes plus tôt, retrouva soudain son courage, se tenant en sécurité derrière les larges épaules de Charles. « Exactement, » intervint Julien. « Dis-lui Charles, elle agit comme une folle. Elle a refusé de payer le traiteur et elle a ensuite commencé à insulter Clara. Elle essaie de ruiner mon anniversaire parce qu'elle est follement jalouse de mon succès. » Clara croisa les bras et me regarda fixement. « C'est absolument pathétique, » ajouta-t-elle. « Je n'ai jamais été traité avec une telle hostilité de ma vie. Votre beau-frère a raison. Elle n'a aucune idée de comment se comporter avec des gens de notre calibre. » Charles offrit à Clara un sourire d'excuse. « Ne vous inquiétez pas, Clara, dit-il. Je m'excuse au nom de la famille. Julien est un homme brillant et un atout crucial pour votre entreprise. S'il vous plaît, ne laissez pas le comportement erratique de sa femme se refléter négativement sur lui. Je m'occuperai personnellement de cette situation. » Charles se tourna vers moi, s'appuyant contre le comptoir en marbre, envahissant mon espace personnel. « Écoute-moi très attentivement. Ta petite affaire de légumes pourrait te donner quelque chose à faire pendant la journée pour ne pas t'ennuyer. Mais ce n'est pas de l'argent réel. Quand ton mari te demande de t'occuper d'une simple facture de traiteur, tu souris, tu sors ton chéquier et tu paies. Tu dois à cet homme tout ton style de vie. Je suis resté parfaitement immobile. Je l'ai laissé parler, le laissant creuser un trou si profond qu'il ne s'en sortirait jamais. « As-tu terminé, Charles ?» ai-je demandé doucement. « As-tu d'autres conseils financiers pour moi ?» Charles ricana. « Tu n'as vraiment aucune idée à quel point ta situation est précaire, n'est-ce pas, Sophie ? Tu penses que juste parce que ton nom est sur le certificat de mariage, tu es intouchable. Tu dois changer d'attitude ce soir ou tu te retrouveras dans la rue sans absolument rien. » « Dans la rue ?» ai-je répété. « Tu vas me chasser de ma propre maison. »« Ce n'est pas ta maison, Sophie, » ricana Charles avec un sourire triomphant. « C'est exactement ce que tu n'as pas compris. Pensais-tu vraiment qu'un directeur financier de niveau intermédiaire comme Julien pouvait s'offrir une propriété de 15 millions d'euros à Saint-Germain-en-Laye tout seul ? Julien est venu me voir quand il a voulu acheter cet endroit. Il savait que son crédit n'était pas suffisant, alors je suis intervenu. Mon entreprise de développement a soutenu l'intégralité du prêt immobilier. Ma société détient le titre de propriété de cette propriété. Je suis la seule raison pour laquelle tu ne vis pas dans un appartement exigu en ce moment. Alors, tu vas monter à l'étage, faire une petite valise et quitter cette maison pour que Julien puisse profiter de son anniversaire en paix. Si tu refuses, j'engagerai une procédure de saisie dès lundi matin. » Julien hocha la tête avec empressement. Béatrice se tenait à proximité, rayonnant pratiquement de fierté devant la démonstration impitoyable de pouvoir de Charles.
Tout le monde croyait que Charles détenait l'atout ultime. Il n'avait aucune idée que je savais déjà exactement ce que lui et Julien avaient fait avec l'acte de propriété de cette maison. J'ai fait demi-tour, laissant Charles se tenir là, la poitrine gonflée. J'ai traversé la mer d'invités et me suis glissé dans le couloir sombre et silencieux menant au garde-manger. J'avais besoin d'un verre d'eau et d'exactement 60 secondes de silence pour préparer ma prochaine attaque. Le garde-manger était séparé du couloir principal par une cloison en bois sculpté, ce qui me permettait de tout voir tout en restant invisible. Alors que je prenais un verre, le claquement bruyant de pas pressés résonna dans le couloir. Le chuchotement frénétique de Julien siffla dans l'obscurité. Juste derrière lui, le claquement sec et en colère des talons de Clara. Ils s'arrêtèrent dans le renfoncement juste de l'autre côté du mur à latte. « Tu dois arranger ça tout de suite, Julien », exigea Clara, sa voix perdant tout son charme séduisant. « Ta carte a été refusée juste devant moi. Tu m'as promis que ce soir serait parfait. Clara, s'il te plaît, tu dois te calmer. Le refus de la carte n'est qu'une erreur bancaire. Je jure que demain matin mon assistant appellera la ligne Platinum et les engueulera. Et quant à Sophie, ne t'inquiète pas pour elle. » Je me suis figé dans le garde-manger sombre. « Tu ne peux pas continuer à me stresser comme ça, Julien », se plaignit Clara, son ton tombant soudain dans un registre manipulateur et mielleux. Le docteur Kensington a dit que j'avais besoin d'être complètement détendu. Notre bébé mérite mieux que ce chaos. Je n'élèverai pas notre fils dans un environnement où ton ex-femme traîne encore, ruinant notre réputation. Le verre dans ma main faillit glisser. Bébé ? 5 ans que Julien me disait qu'il n'était pas prêt pour une famille. 5 ans à supporter les remarques méchantes de Béatrice sur mon utérus stérile à chaque dîner de fête. Et le voilà, frottant doucement le ventre de sa patronne d'entreprise, lui promettant de construire un avenir pour un enfant à naître. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue si fort que j'ai senti le sang pour ne pas éclater de rire. Julien réconfortait une femme enceinte d'un enfant qu'il était physiquement incapable d'engendrer. J'avais les dossiers médicaux enfermés dans mon coffre-fort personnel à l'étage, des documents qui confirmaient son infertilité complète et irréversible. Azoospermie. Pendant des années, j'avais caché son secret médical pour protéger son fragile ego masculin, laissant sa famille me blâmer pour notre absence d'enfant. Et il planifiait littéralement de me jeter dehors pour jouer à la famille avec le bébé d'un autre homme. Je sais, bébé. Je sais, murmura Julien, sa voix empreinte d'une fausse dévotion. Je promets qu'elle sera partie ce soir. Dès que le dernier invité partira, je lui dirai que Charles force une restructuration de prêt. Elle signera l'acte de cession rapide sans le lire si elle pense que cela sauvera sa précieuse maison. Dès que sa signature sera sur le papier, je changerai les codes d'alarme et je jetterai ses sacs sur la pelouse. Demain matin, tu emménages dans la suite parentale. Et qu'en est-il de l'apport de 40 millions d'euros pour mon fonds d'investissement, demanda Clara. Si vos comptes sont bloqués en ce moment, comment allez-vous finaliser le virement demain? Le conseil attend votre injection de capital avant midi. Julien laissa échapper un rire bas et arrogant. Ne vous inquiétez pas pour le problème bancaire, Clara. J'ai déjà le capital liquide sécurisé dans un compte offshore séparé. Charles et moi nous en sommes occupés il y a des semaines. J'ai passé la main à travers les lattes de bois, j'ai sorti mon téléphone de ma pochette et j'ai discrètement appuyé sur le bouton d'enregistrement. Je t'ai dit que Charles détient le prêt immobilier sur cette maison, se vanta Julien. Mais Sophie ne sait pas comment nous avons structuré la dette. Charles a fait falsifier complètement l'évaluation de cette propriété par son expert. Nous avons artificiellement gonflé sa valeur de près de 12 millions d'euros sur le papier. Nous avons effectué un refinancement en espèces fantômes par l'intermédiaire de la société de Charles et avons viré tout ce capital fictif directement vers un compte fantôme aux îles Caïmans. C'est l'argent que j'utilise pour acheter mes parts de partenariat dans ton fonds. Nous avons déjoué le système. Nous serons intouchables, Clara. Sophie vit dans une maison qui est essentiellement un gouffre financier vide, noyé dans des millions d'euros de fausses dettes. Charles a le faux document. Et nous avons l'argent. Le crime parfait. L'enregistrement sur mon téléphone continua, capturant les sons étouffés de Julien embrassant le front de Clara, lui promettant le monde dans le couloir de la maison même qu'il venait d'avouer avoir volé. La pure stupidité de Julien et Charles me frappa par vagues glaciales. Deux hommes qui croyaient que leur statut de col blanc les rendait invincibles venaient de commettre une fraude hypothécaire fédérale, une fraude par virement et un détournement de fonds d'entreprise.
Ils avaient exécuté ce plan illégal élaboré en supposant que Julien était le seul propriétaire de la propriété. Ils n'avaient aucune idée que l'acte de propriété de ce domaine de Saint-Germain-en-Laye n'était pas au nom de Julien ni même au mien. Il était enfermé dans une fiducie irrévocable établie par mon défunt grand-père, une forteresse légalement intouchable gérée par mes avocats. Charles ne détenait pas le titre de propriété de ma maison. Charles détenait un document falsifié, complètement sans valeur. Julien n'a pas drainé le capital de ma maison. Il a volé 12 millions d'euros directement aux investisseurs de Charles. Il m'avait tendu les allumettes, s'était aspergé d'essence et m'avait pratiquement supplié d'allumer le feu. J'ai arrêté l'enregistrement. Il était temps de sortir de l'ombre. Je suis sorti du garde-manger, mes talons claquant sèchement sur le parquet. Julien et Clara ont sauté. Je les ai dépassés, me dirigeant directement vers les lumières vives de la cuisine. Charles était toujours appuyé nonchalamment contre l'îlot en marbre. Je me suis arrêté exactement devant lui. J'ai ouvert ma pochette et j'ai fouillé dans une poche zippée cachée. Mes doigts se sont refermés sur une épaisse feuille de papier plié que j'avais tirée du coffre-fort du bureau de Julien 2 jours auparavant. Je l'ai sortie et je l'ai jetée sur l'îlot en marbre. Elle a atterri juste à côté de la facture de traiteur déchirée de 100 000 € et de la carte de crédit noire inutile. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Charles, son ton monocorde. « C'est une copie de la procuration que vous et Julien avez déposée le mois dernier, ai-je dit clairement. Celle que vous avez utilisée pour autoriser un refinancement en espèces de 12 millions d'euros sur cette propriété par l'intermédiaire de votre société de développement. Celle portant ma signature. » Julien a fait irruption dans la cuisine juste derrière moi. Il a regardé le papier sur le comptoir et la couleur restante a fui son visage. Charles a ricané, jetant un coup d'œil au document. « Tu es la femme de mon beau-frère. Julien gère les finances. C'est une procédure d'actif marital standard. N'amène pas tes disputes domestiques dans mes affaires. Vous êtes un promoteur, Charles, ai-je dit avec un calme glacial. Vous vous targuez de votre souci du détail. Vous avez émis un prêt de plusieurs millions d'euros. Vous avez approuvé une évaluation fictive et vous avez viré les fonds sur un compte offshore fantôme. Tout cela basé sur cette seule feuille de papier. Avez-vous déjà vérifié les registres fonciers du département? Qui est réellement propriétaire de cette maison? Charles leva les yeux au ciel. Julien m'a apporté l'acte de propriété. J'ai vu l'extrait du titre. Non, Julien vous a apporté un extrait qu'il a payé quelqu'un pour forger, les jeux corrigés. Je me suis penché en avant, posant les deux mains à plat sur le marbre. Cette maison n'est pas un bien commun. Elle n'est ni au nom de Julien ni même au mien. Cette propriété est le seul actif d'une fiducie irrévocable établie par mon grand-père. Le silence dans la cuisine devint absolu. Charles se figea, un verre de bourbon à mi-chemin de sa bouche. C'est impossible. Julien m'a apporté les documents. Il m'a apporté votre consentement signé. Je n'ai rien signé, ai-je déclaré fermement. Julien a falsifié ma signature. Et même si je l'avais signé, le document serait légalement nul. Je ne suis qu'une bénéficiaire de la fiducie. Je n'ai aucune autorité légale pour emprunter sur cet actif, et Julien certainement pas. Les seules personnes qui peuvent autoriser une hypothèque sur cette propriété sont le conseil d'administration de la fiducie siégeant dans une salle de conférence à Paris. Vous les avez entièrement contournés. Charles déglutit difficilement. Il regarda Julien, qui fixait le sol, transpirant abondamment. « Tu mens » aboya Charles, bien qu'une terreur soudaine tintât sa voix. « Vérifiez les registres électroniques du département tout de suite, ai-je proposé, pointant son téléphone. Vous verrez la fiducie répertoriée comme la seule propriétaire à partir du jour où cette maison a été achetée. » Charles sortit frénétiquement son téléphone. Ses pouces tremblaient. Béatrice se couvrit la bouche de la main. Clara recula de Julien. « Comprenez-vous ce que vous avez fait, Charles ?» ai-je demandé, ma voix portant jusqu'aux oreilles des politiciens et des PDG dans le salon. Vous avez conspiré avec votre beau-frère pour falsifier une évaluation de propriété. Vous avez utilisé le capital de votre entreprise pour émettre un prêt non autorisé contre un fonds fiduciaire légalement protégé. Le sang quitta le visage de Charles, le laissant cendré et blême. Il leva les yeux de son téléphone. Il avait vu le registre. Il savait que je disais la vérité. Ce n'est pas seulement un manquement à une obligation fiduciaire. C'est une fraude financière massive à l'échelle fédérale.
fraude hypothécaire, fraude par virement, blanchiment d'argent. Vous venez de remettre à l'AMF et à la PJF tout ce dont ils ont besoin pour démanteler toute votre entreprise et vous envoyer en prison fédérale. Charles recula, sa hanche heurtant le réfrigérateur. Il pointa un doigt tremblant vers Julien. Tu m'as dit que c'était propre. Tu m'as dit que tu possédais la maison libre de toute dette. Je ne savais pas, cria Julien hystériquement. Elle m'a dit que c'était notre maison. J'ai supposé que l'acte de propriété était à mon nom. Payer les factures de service public ne vous donne pas la propriété. Espèce d'idiot, rugit Charles, poussant Julien si violemment en arrière qu'il claqua contre le réfrigérateur en acier inoxydable. Ma société a traité un prêt fantôme de 12 millions d'euros basé sur une procuration falsifiée. Je risque 10 ans de prison fédérale parce que tu voulais jouer au capital risqueur avec la femme avec qui tu couches. Béatrice haleta bruyamment, se serrant la poitrine. Le visage de Clara devint écarlate tandis que des chuchotements intenses parcouraient la pièce. Le secret était révélé. La vie soigneusement cultivée de Julien avait explosé de manière spectaculaire, entraînant son beau-frère riche et arrogant avec lui. Charles se tourna vers moi. Sophie, écoute-moi, supplia-t-il, levant les mains. Nous pouvons arranger ça. Je peux annuler le virement. Nous détruirons les documents de prêt. Je le regardais avec zéro sympathie. Vous ne pouvez pas rendre l'argent juste parce que vous avez réalisé que le coffre-fort avait une alarme. Charles, vous avez commis une fraude. Vous en subirez les conséquences. Julien, voyant son beau-frère puissant et intouchable réduit à une épave terrifiée, ajusta soudainement sa veste de smoking de manière agressive et laissa échapper un rire forcé et bruyant. Bien, annonça Julien, gonflant à nouveau sa poitrine. Garde la maison, Sophie. Tu penses que me couper de ces 12 millions d'euros me ruine? Il s'approcha de Clara. Dis-lui, Clara, dis à ma minable future ex-femme la vérité sur le vrai argent. Clara se redressa et ajusta son décolleté, reprenant son personnage. Julien a absolument raison. Ces 12 millions d'euros de cette maison n'étaient qu'un dépôt initial pour montrer à ma société qu'il était sérieux. Mais le vrai capital provient directement du haut. L'investisseur silencieux principal du fonds Phoenix a personnellement examiné le portefeuille de Julien. Le grand patron soutient directement la nouvelle division de Julien. 40 millions d'euros de capital risque pur seront virés sur notre compte d'entreprise commun demain matin à exactement 9 heures. Julien sourit triomphalement. Tu as entendu ça, Sophie? 40 millions d'euros. Je deviens un associé gérant. Béatrice, qui avait serré ses perles dans une terreur silencieuse pendant la crise de Charles, retrouva soudainement sa voix. La promesse indéniable d'une richesse extrême effaça la réalité que son fils venait de commettre des crimes fédéraux. Béatrice sortit de l'ombre du couloir, et son mari Thomas, le chef respecté d'une prestigieuse fondation caritative chrétienne, marcha juste à ses côtés. J'ai toujours su que tu n'étais qu'une petite fille méchante, cracha Béatrice, pointant un doigt manucuré sur mon visage. Tu as été une encre traînant mon fils vers le bas. Tu as essayé de lui couper les ailes parce que tu savais que tu ne pourrais jamais égaler son niveau. Thomas hocha solennellement la tête en utilisant sa voix la plus profonde et la plus pieuse de président de fondation. Le Seigneur enlève les obstacles du chemin des justes. Sophie, annonça Thomas avec une autorité hypocrite, vous êtes un obstacle. Vous essayez de détruire la réputation de mon fils parce qu'il est destiné à la grandeur. Julien s'associe à une femme de vraie lignée. Il est temps pour vous de faire vos affaires et de quitter les lieux. Julien me regarda avec un sourire cruel. Tu as entendu mes parents, Sophie. Game over. Demain matin, je deviens un associé d'une valeur de 40 millions d'euros. Sors. Ils avaient construit un immense château de verre dans leur esprit, reposant entièrement sur la fondation du fonds Phoenix. Ils n'avaient aucune idée de qui était réellement propriétaire de cette fondation. Ils croyaient que l'investisseur silencieux, le mystérieux chef d'Apex, était un milliardaire anonyme. J'ai attrapé mon téléphone dans ma pochette. Mon pouce reposait légèrement sur l'écran en verre froid. Tu vois, Sophie, se vanta Julien. Je n'ai pas besoin de ta maison. Parce que mon avenir est assuré par quelqu'un qui opère réellement à mon niveau. J'ai tapoté une commande cachée dans mon application domotique. Le lustre en cristal massif au-dessus de nous s'est allumé d'une lumière blanche aveuglante. Clara se tenait à côté de Julien. Elle tenait son téléphone fermement,
attendant la notification de l'investisseur silencieux autorisant le virement de 40 millions d'euros. La supérieure de Clara, l'investisseur silencieux principal du fonds Phoenix, arrive tout de suite, annonça Julien. Je me suis éloigné de l'îlot de cuisine et j'ai marché directement au centre de la lumière aveuglante sous le lustre. Je me suis tenu exactement à l'endroit où un hôte devrait accueillir un invité d'honneur. Où est-il ? Chuchota Clara à Julien, soudainement paniqué. Il vient de me texter qu'il est déjà là. Julien fronça les sourcils, balayant le couloir vide. Je ne vois personne. Vérifiez à nouveau le portail sécurisé. Clara rafraîchit son application. Son regard se leva de frustration et rencontra accidentellement le mien. Elle se figea. Je ne rompis pas le contact visuel. Je levai lentement mon téléphone, m'assurant que l'écran lui faisait face et j'appuyai sur le bouton d'envoi d'un message pré-rédigé. Une fraction de seconde plus tard, l'appareil dans la main de Clara tinta bruyamment. Clara haleta, ses yeux passant de mon visage à son écran lumineux. Elle lut la notification. Le sang lui quitta le visage si complètement que son rouge à lèvres vif semblait une blessure saignante. Julien jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il autorisé le virement ? Dis-moi qu'il l'a autorisé. Clara ne pouvait pas parler. Ses mains commencèrent à trembler si violemment qu'elle faillit laisser tomber le téléphone. Elle recula d'un pas terrifié, me fixant. Le message qu'elle venait de recevoir disait « Le fonds Phoenix ne récompense pas les voleurs, et il ne finance certainement pas les hommes qui couchent avec nos directeurs généraux. » Clara leva lentement un doigt tremblant, me pointant du doigt. Elle regardait la femme à qui elle avait ordonné d'aller lui chercher un DRY Martini 1 heure plus tôt. Julien suivit son doigt accusateur. « Pourquoi pointes-tu Sophie ?» aboya Julien. « C'est l'investisseur » chuchota Clara, sa voix se brisant comme celle d'une petite fille terrifiée. Julien cligna des yeux, les mots le frappant mais ne parvenant pas à pénétrer son cerveau. « De quoi tu parles ? Sophie vend des légumes bio aux supermarchés locaux. » Julien, regarde son téléphone. Regarde le code d'autorisation dans le message. Il correspond au serveur principal. Elle est l'associée silencieuse. Elle est la fondatrice du fonds Phoenix. Julien laissa échapper un rire fort et incrédule. Sophie, arrête de jouer à ces jeux stupides. Tu as piraté son téléphone. Tu as pénétré dans son portail pour ruiner mon affaire. J'ai pris une longue gorgée de mon verre de Bourbon. Survivre sans moi, Julien, ai-je demandé doucement, ma voix empreinte d'une autorité sans effort. Tu n'as pas payé une seule vraie facture en 5 ans. Tu conduis une voiture louée par ma holding. Tu portes des costumes payés avec un compte que je supervise. Tu as passé tout notre mariage à jouer le rôle d'un roi d'entreprise riche, complètement inconscient que tu le faisais sur ma scène, en utilisant mes accessoires, et en dépensant mon argent. Tu mens, hurla Julien. Tu es une diplômée d'université en ligne de banlieue. Tu n'as pas 40 millions d'euros à injecter dans un fonds de capital risque. Je n'ai pas 40 millions d'euros, Julien, les jeux corrigés, ma voix devenant glaciale. Le fonds Phoenix gère actuellement des actifs d'une valeur de plus de 3 milliards d'euros. Je l'ai construit à partir de zéro après que mon grand-père m'ait laissé le capital de départ. J'ai gardé mon nom hors du registre public pour éviter exactement le genre de sangsues opportunistes et parasitaires qui se tiennent actuellement dans mon foyer. Des sangsues comme votre beau-frère, votre petite amie ambitieuse, et des sangsues comme vous. Béatrice gémit doucement, ses genoux fléchissant légèrement. La vérité la frappa avec la force d'un train de marchandises. La femme qu'ils avaient constamment raillée et traitée comme une paysanne était la véritable monarque. Clara semblait sur le point de vomir. Elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement insulté la femme de Julien. Elle avait activement insulté la seule propriétaire du fonds pour lequel elle travaillait. « Tu ne peux pas être la patronne de Phoenix », balbutia Julien, toute son identité se désintégrant. « Je suis le soutien de famille. Tu ne détiens qu'un titre fantaisiste dans une entreprise médiocre, et tu es sur le point d'être inculpé pour fraude financière massive, lui ai-je rappelé doucement. Le virement de 40 millions d'euros est annulé. Vos cartes d'utilisateurs autorisées sont désactivées et ce petit prêt frauduleux que vous et Charles avez monté. Mes avocats ont déjà transmis les documents falsifiés au parquet. Faites vos affaires, Julien. Vous avez exactement 10 minutes pour quitter ma propriété. J'ai fouillé dans ma pochette et j'ai sorti une lourde carte en titane noir mat, la clé d'accès principale au portail du fonds Phoenix,
gravé du logo de l'entreprise et des initiales SB. Je l'ai jeté sur la table basse en verre. À côté, j'ai placé une lettre de licenciement officielle portant le sceau de l'entreprise Phoenix. J'ai regardé Clara. Je crois que vous attendiez une confirmation électronique de l'investisseur principal. Mais puisque j'étais déjà ici, j'ai décidé de vous remettre votre licenciement en personne. Le sac Hermès glissa des mains de Clara, heurtant le sol en marbre. Elle trébucha en arrière frénétiquement. Non, hurla-t-elle hystériquement. C'est impossible. Julien la rejoignit. Clara, bébé, qu'est-ce qui se passe? Espèce d'idiot, couina Clara. Ce n'est pas ta femme au chômage. C'est Sophie, l'actionnaire majoritaire du fonds Phoenix, celle qui a signé mon ordre de licenciement ce matin. Le silence qui suivit fut absolu. Tu es l'investisseur. Julien recula, son costume sur mesure ressemblant soudain à un costume de clown. J'ai approuvé la proposition de projet initiale, ai-je dit. Je voulais voir à quel point vous étiez avide. Vous avez soumis des projections fabriquées, des actifs gonflés et des procurations falsifiées qui sont allées directement à mon département de gestion des risques. Chaque application que vous avez connectée depuis votre bureau à domicile, je l'ai suivie via l'adresse IP. Pendant que vous promettiez à Clara un énorme salaire, vous me suppliez littéralement pour une allocation. J'ai reporté mon regard sur Clara, et vous avez enfreint toutes les règles d'éthique professionnelle. Vous avez couché avec un client potentiel. Votre licenciement est effectif immédiatement. Votre clause de non-concurrence sera impitoyablement appliquée. Vous avez gâché votre carrière pour un homme qui ne possède même pas le costume qu'il porte. Julien tomba à genoux, pleurant ouvertement. Sophie, s'il te plaît, supplia-t-il, agrippant l'ourlet de ma robe. Nous pouvons arranger ça. Je romps avec elle tout de suite. Ne les appelle pas la police. Ne les laisse pas m'envoyer en prison fédérale. Béatrice, essayant désespérément de changer de camp, joignit les mains. Sophie, chérie, balbutia-t-elle, abandonnant complètement son venin. Nous t'avons toujours aimé comme une fille. Julien a fait une erreur stupide. Mais tu fais partie de la famille. Tu as l'argent pour étouffer l'affaire. Je la regardai froidement. Ne me prenez pas de haut, Béatrice. Il y a 5 minutes, vous m'avez traité de paysanne stérile. Thomas, le père de Julien, intervint, les mains levées en signe de réconciliation. Sophie, le Seigneur nous enseigne le pardon. Julien s'est égaré, mais avec vos ressources, nous pouvons le réhabiliter. Pensez à la réputation. Pensez à la fondation et à l'Église. L'argent de votre fondation provenait d'un sous-compte du fonds Phoenix, Thomas, ai-je révélé, et sa mâchoire tomba. Mes dons anonymes ont maintenu votre organisation à flot pendant les 5 dernières années, pendant que vous étiez à ma table et insinuiez que je n'étais pas une épouse convenable. Ce financement prend fin aujourd'hui. J'ai fait signe à ma sécurité privée. 4 énormes gardes du corps en costume noir sont entrés dans le foyer. Ces messieurs travaillent pour la sécurité de l'entreprise, ai-je annoncé. Vous avez 10 minutes pour rassembler ce qui rentre dans un sac poubelle. Les bijoux, les montres, les voitures, il reste. Par les portes d'entrée, Marcus, mon directeur de l'audit interne, est entré, portant une mallette en cuir. Il m'a tendu un épais dossier portant le logo Phoenix. Pensiez-vous vraiment, Julien, que j'appellerais la sécurité juste pour une fausse hypothèque, ai-je dit. Je me suis tourné vers la foule. Julien a demandé 40 millions d'euros au fonds Phoenix, affirmant qu'il avait investi 8 millions d'euros de son propre argent provenant d'économies de commission dans la phase de recherche. L'audit financier a révélé qu'il avait détourné près de 10 millions d'euros des comptes séquestres de son propre employeur et les avait virés à des sociétés écrans aux îles Caïmans. Argent qu'il a utilisé pour acheter à Clara un pantouse de luxe à Paris avec son nom sur l'acte de propriété. Clara a crié. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas seulement ruiné sa carrière. Elle était devenue une complice principale dans le blanchiment d'argent international. Tu m'as menti, hurla-t-elle à Julien. Julien a avoué à voix haute, essayant de l'expliquer comme un pré-relais. S'enfonçant encore plus profondément, Thomas a essayé de défendre son fils, s'élevant à la hauteur de l'indignation vertueuse. J'exige que vous arrêtiez ça. Vous ne détruirez pas ma famille par pure méchanceté. J'ai pris un deuxième dossier de Marcus. J'ai marché vers Thomas et je l'ai jeté sur la table en verre. Vous voulez parler de sainteté,
Thomas, ai-je chuchoté froidement. Lorsque nous avons audité les sociétés écrans offshore de Julien, nous avons trouvé un virement intéressant. Quelqu'un d'autre a cru à son illusion technologique. Le mois dernier, vous avez autorisé un retrait de 2 millions d'euros du fonds de secours d'urgence de votre fondation caritative de l'argent collecté pour construire un abri pour les mères sans abri. Vous l'avez viré directement sur le compte de Julien aux îles Caïmans. Vous avez volé cet argent aux orphelins et aux veuves parce que votre fils vous a promis un rendement de 40% et que vous vouliez garder les profits pour vous. Béatrice laissa échapper un cri guttural, saisissant son mari. Tu as volé la fondation, ils vont nous enfermer, nous serons excommuniés. Thomas ne put regarder sa femme dans les yeux. Il admit discrètement que Julien avait promis de restituer l'argent avant l'audit afin qu'ils puissent payer leur deuxième prêt immobilier. Mes avocats ont transmis toute la documentation à l'AMF et au parquet, les ai-je informés sans merci. Demain matin, ils gèleront les comptes de la fondation. Ils saisiront vos actifs. Charles hurla soudain de rage. Il se jeta sur Julien, le blâmant d'avoir exposé sa propre fraude. Mes gardes du corps plaquèrent Charles au mur. Tu ne peux pas me retenir ici, Sophie, grogna Charles. Ma société est séparée de Julien. Tu n'as rien contre moi. J'ai fait signe à Marcus pour le 3e dossier. Votre société de développement est noyée dans les dettes depuis 3 ans, ai-je dit bruyamment. Propriété vide, créancier furieux. Vous étiez désespéré. Lorsque Julien vous a offert des millions volés, vous avez émis des obligations pour cacher votre insolvabilité et falsifier des évaluations immobilières pour obtenir de nouvelles lignes de crédit, et par l'intermédiaire de sociétés écrans, j'ai racheté chaque fraction de la dette de votre société. Je suis votre plus grand créancier. Je possède les prêts hypothécaires de vos centres commerciaux et je possède le 2e prêt hypothécaire de votre propriété privée à Neuilly-sur-Seine. Parce que vous avez commis une fraude fédérale lors de l'émission de ces obligations, je réclame l'intégralité de la dette immédiatement. Vous êtes complètement et irréversiblement en faillite et le fichier numérique avec vos signatures falsifiées est déjà sur le bureau d'un enquêteur de la PJF. Gabrielle, la femme de Charles et la sœur de Julien, s'effondra au sol en larmes. Au milieu du chaos, Clara rampa à mes pieds, repoussant le Julien ruiné. Sophie, s'il te plaît, pleura Clara. Je suis aussi une victime. Il m'a manipulé. Je n'ai accepté que parce que j'avais peur pour mon bébé. Je témoignerai contre lui. J'ai souri lentement et froidement. J'ai regardé Clara puis mon mari ruiné. Julien, ai-je dit dans un murmure mortel, faisant taire tout le foyer. T'es-tu déjà demandé pourquoi nous n'avons jamais eu d'enfant pendant nos 5 années de mariage? Julien me regarda avec confusion, puis le ventre de Clara. J'ai sorti une enveloppe médicale du dossier et je l'ai jetée sur la pile de dossiers de fraude financière. C'est une évaluation médicale certifiée d'une clinique privée d'il y a 4 ans, ai-je dit. Vous avez une agénésie des canaux déférents congénitale, Julien. Vous êtes complètement et définitivement stérile. J'ai intercepté ces résultats pour protéger votre fragile ego. J'ai passé 5 ans de fête à écouter votre mère se moquer de mon utérus vide. Je l'ai enduré pour vous. J'ai reporté mon regard sur Clara, tremblante. La question demeure donc, qui est le père de ce bébé miracle? Julien se figea, l'illusion de sa maîtresse parfaite brisée. Il laissa échapper un rugissement animal et se jeta sur Clara, la saisissant à la gorge. Qui est-ce? Hurla Julien, la plaquant contre le mur. Qui est le père? Clara haleta, griffant ses mains. C'est Charles, couina-t-elle, sa voix coupant la pièce comme un couteau. C'est le bébé de Charles. Le silence dura exactement 3 secondes. Gabrielle, la femme de Charles et la sœur de Julien, laissa échapper un cri perçant. Elle se jeta à travers le foyer directement sur Charles, lui plantant ses ongles dans le visage, le plaquant au sol dans la fureur pure de tout perdre, y compris son mariage. Julien essayait toujours d'étrangler Clara. Thomas priait en panique. Béatrice hyperventilait. La famille se déchirait physiquement sur mon cher sol en marbre. Le hurlement des sirènes de police perça le chaos rugissant. Des lumières rouges et bleues clignotèrent contre les fenêtres. Julien lâcha Clara et se retourna, fixant les gyrophares. Il rampa vers moi à genoux. Sophie, je vous en supplie, sanglota-t-il hystériquement, agrippant mes chevilles. Ne les laissez pas me prendre. Je mourrai en prison. J'ai lentement retiré mon pied, laissant ses mains frapper le sol froid.
Vous n'êtes pas une victime du système, Julien. Vous êtes une victime de votre propre cupidité. Vous avez construit cette cage vous-même, et maintenant vous allez y rester. Des policiers et des agents de la PJF ont fait irruption dans le foyer. L'agent principal a désigné les 3 hommes, Julien, Charles et Thomas. Vous êtes tous en état d'arrestation pour suspicion de fraude financière massive, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds. Ils furent menottés. Charles hurla des injures à sa femme. Thomas pleura silencieusement de honte et Julien sanglota mon nom alors qu'il était emmené. Béatrice s'évanouit lourdement sur le sol en marbre. Je ne lui tendis pas la main. J'ordonnai aux gardes du corps d'emballer tout ce qui avait été acheté avec de l'argent volé dans des sacs poubelles et de le jeter sur l'allée. Gabriel et Clara furent escortés dehors et une ambulance arriva pour récupérer Béatrice. Je suis sorti sur la véranda dans l'air frais de la nuit, regardant les voitures de police descendre mon allée, emmenant les hommes arrogants qui avaient passé un demi-décennie à essayer de me convaincre que j'étais sans valeur. Fermant les lourdes portes en chêne, je suis retourné dans le salon. Je me suis assise près de la cheminée avec un grand verre de bourbon vieilli à la main. La société passe beaucoup de temps à apprendre aux femmes à endurer la douleur. Nous sommes conditionnés à ravaler notre fierté et à subir les abus en silence pour protéger les égos masculins fragiles. Mais la vraie force d'une femme est sa clarté absolue et impitoyable. C'est la capacité de se lever, d'arrêter de jouer avec un jeu truqué, de balayer toutes les pièces du plateau et de forcer les tricheurs à rendre chaque pièce empruntée. Je n'ai pas seulement vaincu cette famille. Je les ai réduits à néant. Et je l'ai fait en utilisant exactement le même génie qu'ils avaient passé 5 ans à essayer d'enterrer.